Pour ceux qui connaissent un petit peu Paris, vous aurez sans doute observé que devant un endroit très célèbre du savoir et l'université française, à savoir la Sorbonne, il y a une statue d'un personnage dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est Auguste Comte. Auguste Comte est né en 1798, donc à l'extrême fin du XVIIIe siècle, donc après la phase tempétueuse de la Révolution française. C'est l'époque du Directoire en France, auquel va succéder le consulat, puis bientôt l'Empire napoléonien, et Auguste Comte décède en 1857, c'est-à-dire sous le Second Empire, donc à l'époque de Napoléon III. Il a donc vécu 59 ans. Auguste Comte est un personnage assez curieux. Sur le plan psychologique, je dirais, il a eu deux phases dans sa vie. Une première phase où il essaye de construire un système qui puisse expliquer le progrès de l'esprit humain, et il va d'ailleurs en tirer toutes les conséquences sur le plan de la réforme politique et sociale de son époque. Et ensuite, parce qu'en 1844, il fait la rencontre d'une femme qui s'appelle Clotilde de Vaux, qui va mourir d'ailleurs peu de temps après, en 1846, et qui va le conduire à revoir complètement ses conceptions philosophiques et à inventer une religion de l'humanité. Il va d'ailleurs vouer à cette femme un véritable culte. Auguste Comte avait été un étudiant très brillant quand il était adolescent, quand il était jeune, avec toute sa promotion en 1816, donc au moment de la Restauration, après la chute de l'Empire napoléonien. Il est chassé de l'école polytechnique, qui est la grande école d'ingénieurs à Paris, avec toute sa promotion. Quand je dis chassé, ils ont été mis dehors, toute sa promotion. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient manifesté contre un professeur. Donc vous imaginez, toute une promotion de futurs ingénieurs de haut niveau qui ne peut pas terminer ses études en 1816 pour des raisons liées à un enseignement, à une époque où l'ordre d'Ancien Régime essaye de reprendre la place qu'il avait eue auparavant, c'est-à-dire avant 1789, tout en ayant effectivement quand même fait un certain nombre de concessions. Mais vous savez que les étudiants de haut niveau, les élites intellectuelles, ont de tout temps constitué une menace pour les pouvoirs politiques et pour la société bien établie. Donc vous voyez que ça nous informe sur un phénomène politique, social, qui s'est déroulé, voici maintenant pratiquement 2 siècles. Il va avoir des difficultés pour vivre, mais bientôt il va donner des cours, et plus particulièrement, à partir de la fin de la Restauration, qui est un régime qui chute en 1830, lorsque Louis-Philippe accède au pouvoir à la suite d'une révolution.
il va donner des cours donc à l'école polytechnique, cette haute école d'ingénieurs, à partir de 1826, et le cours dont je vais vous entretenir ici, qui est un cours de philosophie positive, a été publié entre 1830 et 1832. Auguste Comte est, comme tous les penseurs, l'héritier des époques qui l'ont précédé, et il est inévitablement le représentant aussi de l'époque dans laquelle il vit. Le siècle qui précède avait été marqué par la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières qui avait comme leitmotiv le progrès des connaissances, le progrès de l'humanité. La notion de progrès est une idée propre au XVIIIe siècle et qui d'ailleurs le caractérise. D'autre part, Auguste Comte vit dans la première moitié du XIXe siècle. Et comment, pour un intellectuel, ne pas être sensible au contexte économique, technologique et social dans lequel il vit? Cette première moitié du XIXe siècle est caractérisée, profondément marquée par la première révolution industrielle. Vous savez, cette première révolution industrielle qui débute dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et qui a comme, je dirais, comme symbole l'invention de la machine à vapeur sous la forme perfectionnée que va lui donner James Watt. Donc, je dirais qu'il y a deux courants ou deux événements qui marquent Auguste Comte profondément. C'est d'une part la philosophie des Lumières avec son idée de progrès, et d'autre part la période dans laquelle il vit, qui est celle de la première révolution industrielle qui va véritablement bouleverser les modes de production, bouleverser les modes de vie, puisque nous-mêmes, au début du XXIe siècle, nous en sommes directement les héritiers et que nous vivons toujours dans cette révolution industrielle, dans ce que certains appellent la quatrième phase de la révolution industrielle, après la première phase qui couvre en gros la deuxième moitié du XVIIIe siècle et la plus grande partie du XIXe siècle, qui est marquée par l'invention de la machine à vapeur, les progrès de la sidérurgie et de l'industrie charbonnière, la deuxième révolution industrielle qui commence, disons en gros, dans les années 1880 et qui est marquée par l'usage de sources d'énergie nouvelles, à savoir l'électricité, le gaz et bientôt le pétrole, d'où l'importance et l'essor incroyable des voitures donc automobiles à partir des années 1920, et enfin, dans la deuxième moitié du XXe siècle, troisième phase de la révolution industrielle, marquée par l'électronique et bientôt l'informatique. Et certains considèrent maintenant, moi je considère qu'on est toujours dans la troisième révolution industrielle, mais que le numérique constitue la quatrième phase de la révolution industrielle, ne fût-ce que par les répercussions sociales qu'elle a déjà maintenant et qu'elle va continuer à avoir avec le développement de la robotique également, qui va conduire, et certains n'ont peut-être pas suffisamment entendu ce que disait Benoît Hamon, mais effectivement, les experts prévoient un chômage de masse extrêmement important à partir des années 2020-2030, puisqu'on aura besoin de moins en moins de main-d'œuvre pour le travail, et donc il y aura, hélas, un chômage de masse dans les pays développés.
C'est la raison pour laquelle il avait proposé le revenu universel, de telle manière qu'il n'y ait pas des masses de gens qui se retrouvent sans rien du tout. Je reviens donc à Auguste Comte. Tout ceci pour replacer Auguste Comte dans le mouvement des idées depuis le XVIIIe siècle jusqu'à notre époque. Il est très marqué par le progrès technologique, par le progrès industriel et par cette idée de progrès. J'en arrive maintenant à ses conceptions philosophiques. Donc, dans un premier temps, on va étudier ensemble quel a été son système, et dans un deuxième temps, on va voir quelles leçons, ou plus exactement, quel usage il va faire de son système pour reconstruire la société de son époque qu'il considère comme une société en crise. Donc vous voyez qu'il y a deux aspects dans la philosophie d'Auguste Comte, une première partie qui est une partie théorique, philosophique, et ensuite des écrits qui concernent la régénération de la société de son époque. Je commence donc par son système philosophique. Alors, son système philosophique a pour cœur une loi qu'il met à jour et qui est la loi des trois états. Alors, qu'est-ce que c'est que cette loi des trois états? C'est en fait une loi qu'il découvre en parcourant l'évolution de l'esprit humain. Esprit humain qui, à ses yeux, a connu trois phases, la phase numéro 2 étant à ses yeux une phase de transition. Pour lui, il y a vraiment deux grandes phases dans l'histoire de l'humanité, un âge théologique, un âge de croyance, et puis un âge positif, qui est en fait l'âge de la science. Et puis, on va voir qu'il y a un âge intermédiaire, qui est l'âge métaphysique, qui fait la transition. Auguste Comte, qui a lu Kant, bien entendu, dont je crois vous avoir parlé à d'autres cours, peut-être pas spécifiquement en tant que tel cette année-ci, mais j'ai dû vous parler de Kant. Je crois même vous avoir lu, en tout cas oui, au moins la seconde préface de 1787 de sa critique de la raison pure. Oui, vous trouverez sur le document que vous avez devant vous la référence donc aux ouvrages des philosophes que je vais citer dans ce cours. Hein. Alors Kant avait déjà perçu qu'il y avait deux choses en fait qu'il fallait distinguer dans l'approche des phénomènes. Il y avait d'une part le phénomène lui-même qui est ce que l'on voit, ce que l'on sent de la chose, et puis il y a d'autre part la chose en soi, qui, aux yeux de Kant, nous reste inaccessible. Vous vous souvenez? Oui, je vous ai parlé de ça quand on a étudié Hume. Vous vous souvenez? J'avais déjà évoqué la différence entre le phénomène et le noumen, hein, c'est-à-dire, d'une part, ce qui apparaît, c'est ça, un phénomène, c'est ce qui apparaît, et d'autre part, la chose en soi qui nous sera toujours inconnue à ses yeux. Autrement dit, Auguste Comte, en positiviste, puisqu'il invente, si je puis dire, le positivisme, est quelqu'un qui ne va pas s'intéresser au pourquoi, parce que pour lui, le pourquoi nous sera toujours inaccessible, mais il va s'intéresser au comment. Seul le comment peut être décrit et expliqué par la science. Le pourquoi, autrement dit le problème des causes finales, ne nous est pas accessible. Le problème des causes finales, c'est pour lui quelque chose qui relève d'une période antérieure au troisième âge, à l'âge positif. Ça remonte en fait à l'âge métaphysique, voire à l'âge théologique. Donc il va être question que je vais détailler dans quelques minutes.
savoir s'il y a un principe absolu qui explique l'univers, savoir s'il y a eu un Dieu qui a créé le monde dans lequel nous vivons, est de toute façon inaccessible. Et d'ailleurs, à ses yeux, ça relève d'une période immature de l'humanité sur le plan intellectuel, qui a cherché à trouver des explications, parce que l'être humain, c'est quelqu'un qui essaye de comprendre, qui essaye de trouver une cohérence dans son environnement. Alors maintenant, on va peut-être, oui, Kant, je renvoie donc à la critique de la raison pure, dont la première édition date de 1781. Je crois vous l'avoir montré la semaine passée, il me semble, hein? Oui, quand j'ai parlé de Jung. Ah non, la fois encore avant. La fois encore avant, voilà. Alors, donc, pour Auguste Comte, l'être humain a connu une évolution en 3 temps. Un premier temps qui est l'âge théologique, un deuxième temps qui est l'âge métaphysique, et un troisième temps qui est l'âge positif. Le premier temps, l'âge théologique, est un âge où l'être humain invente des fictions pour tenter de comprendre et d'interpréter ce qui se passe autour de lui. C'est une période où l'être humain projette sur des entités qu'il personnalise la plupart du temps, ou sur des forces surnaturelles. Il projette en fait des comportements qui sont les siens et qui expliqueraient les phénomènes. C'est l'âge d'abord de l'animisme, ce que lui appelle le fétichisme, puis c'est l'âge du polythéisme et enfin l'âge du monothéisme. Il voit donc une progression entre l'époque où l'être humain essaye d'expliquer les phénomènes par des forces surnaturelles, du type, il y a les esprits des animaux, il y a des esprits dans les fontaines, dans les arbres, dans les pierres, donc il y a des objets ou des phénomènes de type sacré, des phénomènes derrière lesquels se trouvent justement des entités explicatives de ce qui se passe dans l'univers. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, c'est l'âge qu'Auguste Comte appelle l'âge métaphysique. C'est une période métaphysique, que lui appelle l'âge métaphysique, qui est aussi l'âge philosophique. J'ai déjà annoncé la couleur il y a quelques minutes. C'est un moment de l'esprit humain où tout est expliqué par des concepts, par des principes absolus, par des abstractions, mais qui sont vagues, que l'on ne peut pas démontrer scientifiquement. Elles relèvent, cet âge relève d'une période de croyance, comme pour l'époque théologique. On est toutefois à un stade qui est supérieur à celui de la fiction. On n'est plus dans la fiction proprement dite, on n'est plus dans l'imagination à l'état pur, on est quand même dans une recherche qui est supérieure à l'explication par des dieux ou par un seul Dieu. Ce sont donc des principes fondamentaux qui sont censés rendre compte des phénomènes. Pour lui, il y a deux philosophes qui sont les parangons, les modèles récents par rapport à lui de cette manière de penser. C'est c'est Malebranche, oui, voilà,
qui est un auteur du français du XVIIe siècle, qui est un ecclésiastique, qui explique les choses par ce qu'il appelle l'occasionnalisme, ou plutôt qu'on a appelé l'occasionnalisme. Il y a des occasions. Je ne vais pas détailler ceci parce que mon but c'est de parler d'Auguste Comte. C'est un ouvrage qui paraît en 1676. D'autre part, il y a un auteur que vous connaissez sans doute mieux, pas seulement parce que j'en ai déjà parlé, mais par le Candide de Voltaire, que vous avez étudié dans l'enseignement secondaire, c'est Leibniz. Vous connaissez certainement Leibniz, qui est comment dirais-je, le personnage que raille un des acteurs, le héros, entre guillemets, de Candide, et c'est peut-être Candide lui-même, non, c'est Pangloss, je crois, comme quoi l'on vit dans le meilleur des mondes possibles. Alors, Leibniz, c'est un Allemand, il a... Alors là, vous me dites que c'est pas au dernier... Ah oui, c'est effectivement, c'est pas le cours sur Feuerbach, c'est le cours sur l'empirisme. Maintenant, je m'en souviens. Oui. Donc, vous vous souvenez que j'avais utilisé Leibniz pour montrer sa réaction au début du XVIIIe siècle, en 1703, suite à la publication en 1690, donc de l'essai sur l'entendement humain de David Hume. Vous vous souvenez? J'avais lu des extraits, en particulier lorsque il fait référence à ce marbre qu'utilise le sculpteur, et le sculpteur va utiliser les veines qui se trouvent déjà dans le marbre pour faire sa sculpture, mais ce qui supposait qu'il y avait quand même des structures a priori dans l'esprit de l'être humain, et que voilà, donc il n'y avait pas, comme l'expliquait Hume, une table rase, une tabula rasa, sur laquelle s'imprimait l'univers extérieur dans l'esprit du sujet. Hein, donc c'était une analogie, bien entendu. Donc, dans ces essais de théodicée de 1710, eh bien, Leibniz a une vision selon laquelle, effectivement, Dieu a créé un univers qui est celui qui est le meilleur possible. Donc, pour Auguste Comte, qu'il s'agisse de Malebranche, qu'il s'agisse de Leibniz, tout ça, ce sont des considérations philosophiques que l'on ne peut pas prouver scientifiquement et qui, dès lors, sont de l'ordre de la réflexion philosophique, mais pour autant, Auguste Comte ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il considère en fait que ces différentes étapes dans l'histoire de l'humanité qui ont précédé l'âge positif, à savoir l'âge théologique et puis l'âge métaphysique, sont nécessaires à l'avènement de l'âge positif. Autrement dit, il ne critique pas ces âges-là. Il dit, voilà, il a fallu passer par ces stades-là avant d'arriver à l'âge scientifique. Positif, ça veut dire scientifique. Donc pour lui, la loi des trois étapes est donc une loi d'évolution de l'esprit humain, loi dans lesquelles ces stades, ces phases sont nécessaires à l'avènement d'un âge nouveau. Et cet âge nouveau ne pouvait, à ses yeux, naître et se développer qu'à l'époque dans laquelle il vit lui-même. N'oubliez pas ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'il y avait, si je puis dire, deux mamelles à la pensée d'Auguste Comte. D'une part, les Lumières, avec son idée de progrès, et d'autre part, la révolution industrielle qui naît dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle en Angleterre, et qui, progressivement, à partir du début du XIXe siècle,
va, à partir déjà de l'extrême fin du XVIIIe siècle, comment dirais-je, prend son essor en Belgique, parce qu'après l'Angleterre, c'est le premier pays qui connaît la révolution industrielle, et puis bientôt la France, et plus tard, alors, l'Allemagne et les autres pays. Ça s'est fait dans cet ordre-là. Mais donc, lui-même est au moment où il y a des bouleversements technologiques très très importants, évidemment, ça le frappe. Imaginez quelqu'un qui a, alors que ses parents ont encore connu les chevaux pour tirer les chariots et tout, et qui vit à une époque où il y a le chemin de fer, il y a des machines, des locomotives à vapeur qui tirent des wagons et qui permettent de transporter sur des centaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres, des marchandises, des êtres humains. Donc ça paraît comme quelque chose de tout à fait remarquable. Vous imaginez, c'est aussi, ça a créé comment dirais-je, un choc, je dirais, au moins aussi important que l'invention de l'informatique dans la troisième révolution industrielle. Quelqu'un comme moi, ben, il y a 25 ans, Internet date de 1980, si mes souvenirs sont bons, parce que je me souviens quand c'est arrivé, et puis alors quand c'est arrivé dans l'enseignement, hein, quand il a fallu commencer à mettre les points sur ordinateur pour les vous envoyer au secrétariat, c'était dans les années 90, moi je dois vous avouer que j'étais complètement perdu, hein. J'étais encore comme le paysan qui tirait son chariot et qui, voilà, devait utiliser le train. J'étais complètement perdu, d'ailleurs il n'y a que quelques années que j'ai enfin un ordinateur. Il a fallu temps pour... Voilà, c'est pour vous dire que les mentalités évoluent lentement et qu'on est l'homme de son époque. Or, pour votre génération, ben, vous êtes pratiquement tous nés à cette époque-là. J'en regarde certains, mais avec un clin d'œil, puisque moi je suis nettement le plus vieux du local dans lequel je suis pour l'instant. Mais pour vous, ça vous paraît, vous êtes né avec ça et vous avez été sans doute sur, je ne sais pas si ça existe encore, des PlayStation, enfin bref, des ordinateurs sur lesquels vous pouviez jouer enfant avec des jeux. Voilà, et puis pour vous, vous tapotez, ça vous paraît, voilà, d'ailleurs vous avez tous un portable, plus ou moins bien caché pendant mon cours, et voilà. Tandis que moi, il a fallu vraiment le temps. Hein. Voilà. Si je vous parle de ça, c'est parce que, en vous disant ça, je suis vraiment dans l'illustration de ce que c'est que la loi des trois États. Il y a des problèmes de mentalité qui sont liés à l'âge, à l'époque où l'on a vécu, et comment dirais-je, cette progression est nécessaire. Alors, comment maintenant Auguste Comte montre cette nécessité ? Eh bien, il prouve en fait sa loi des trois États par plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est l'idée que, eh bien, toutes les sciences progressent, elles passent par les trois âges successifs, même si c'était sous une forme préhistorique ou primitive au début, et aucune des sciences n'est retournée en arrière. Donc c'est bien la preuve pour lui qu'il y a une progression, car si ce n'était que des modalités occasionnelles, donc, de l'esprit humain, on pourrait passer de l'un à l'autre, revenir en arrière, entendu? Donc pour lui, c'est une nécessité. Évidemment, quand on relit Auguste Comte maintenant, vous pensez bien que si des anthropologues ou des ethnologues le lisent, ils vont dire ben non, ça c'est une vision européocentriste, technologiste d'un homme moderne. Or en anthropologie, on sait parfois, que je l'ai encore lu récemment, qu'il y a des sociétés qui, à nos yeux, sont primitives, mais qui sont extrêmement complexes et qui fonctionnent différemment. Simplement, ce n'est pas à partir des mêmes critères que nous. Je lisais, c'était sur Internet justement hier, on faisait référence à Pierre Clastres, philosophe français décédé maintenant, et anthropologue français décédé maintenant il y a 40 ans, il y a juste 40 ans, qui avait étudié une tribu d'Amérique du Sud, qui était même en sauvage, mais pour laquelle
problème majeur est de s'opposer à toute forme de prise de pouvoir et donc de s'opposer à toute forme d'autorité à l'intérieur de la tribu. Donc pour nous qui considérons que l'État, comme Hegel, dont je vous ai parlé aussi, est l'aboutissement logique du développement des sociétés, de l'organisation des sociétés, il y a des sociétés qui parviennent à vivre sans État. Donc nous n'avons pas à juger du bon fonctionnement ou des solutions qui sont apportées par chaque société, parce que notre point de vue est un point de vue essentiellement technologique et qui ne tient pas compte d'autres facteurs du développement de l'être humain. Donc, ça c'était la première preuve, c'est que les sciences suivent un ordre logique qui va donc de la croyance vers la science. Deuxième élément, deuxième preuve de la justesse de la loi des trois états, c'est que Comte explique que l'être humain passe lui-même par ces trois phases. Lorsque l'être humain est enfant, il est dans l'âge théologique. Il croit à Saint-Nicolas. Il croit aux cloches et aux œufs de Pâques. Puis dans une deuxième phase, il essaie de construire le monde en fonction de certains principes. Moi je me souviens que, je suis devenu athée entre 12 et 13 ans, j'étais dans une école catholique jusqu'à ma rhétorique, donc jusqu'à mes 18 ans, et alors là je me suis imaginé à construire des systèmes de type philosophique pour expliquer, sans avoir vu Hegel à ce moment-là, pour expliquer l'évolution de l'humanité. Je me souviens, quand j'étais dans les dernières années de mon secondaire, je présentais à mon professeur de philosophie justement des schémas en lui disant mais voilà, j'imagine qu'il y a un axe directeur avec une spirale qui tourne autour de cet axe et qui correspondait. Ça ressemblait un petit peu à du Hegel sans le savoir, parce que je n'avais pas eu Hegel à ce moment-là, et qui conduit à quelque chose, à un principe qui est au bout et qu'on ne connaît pas. Mais ça, j'étais dans mon âge philosophique. Et puis j'étais à l'université, voilà, je suis passé dans mon âge scientifique. Mais donc vous voyez, ça c'est sa démonstration à lui, Auguste Comte. Mais vous savez que ça c'est un schéma théorique, mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui vivent à telle ou telle époque sont tous soit dans l'âge théologique, soit dans l'âge métaphysique, soit dans l'âge scientifique, bien entendu. Donc c'est un schéma théorique. La preuve, on voit bien qu'au moment des élections, pensons aux élections françaises récemment, qui nous ont quand même un petit peu marqués ici en Belgique aussi, parce qu'on parlait beaucoup de ça quand même dans les médias belges. Pensez à l'élection d'Emmanuel Macron. Quand vous voyez les réactions des gens sur les Champs-Élysées, partout, voulant presque baiser la main d'Emmanuel Macron, en disant qu'il se mettait à pleurer et tout, ils croient à Saint-Nicolas un petit peu. Donc, quelle que soit la sympathie qu'ils peuvent avoir pour lui, c'est lui qui va résoudre tous les problèmes, en tout cas pour certains. Et certains le sanctifient, en font presque un dieu. Ceci dit, c'est valable pour des tas d'autres gens. C'était le cas pour sans doute Trump et tout. Voilà. Mais donc vous voyez, moi ça m'a frappé quand je voyais tous ces gens qui voulaient lui serrer la main. Comme s'il y avait une sorte de fluide qui passe à ce moment-là. Pour dire, j'y étais, je lui ai serré la main. Vous voyez, il y a quelque chose de sacré. C'est un petit peu le toucher des écrouelles à l'époque des rois de France. Quand le roi de France, c'était la légende, quoi, en touchant les écrouelles, qui étaient donc des scrofules, si vous voulez, des infections, quand le roi vous touchait, vous étiez censé en guérir. Mais le roi, il ne disait pas « je te touche, Dieu te guérit », il disait « je te touche, Dieu te guérisse ». C'est un subjonctif. Maintenant, je ne sais pas si tout le monde comprenait la nuance. Mais enfin, c'est ce qu'on appelle les rois thaumaturges. Les rois qui soignent. Mais donc, vous voyez ce côté sanctifiant, cette croyance en des êtres qui sont surnaturels, parce que c'est le cas. Je vous ai cité le cas du nouveau président de la République française, mais pensez à Hitler, qui n'a rien à voir évidemment avec Emmanuel Macron. Enfin, quand on voyait des dizaines de milliers de gens qui étaient comme ça, évidemment, il y avait la contrainte. Il y avait quand même
On surveillait qui ne levait pas le bras, qui ne levait pas le bras au bon moment, hein, ça c'est sûr. Il y avait des gens qui étaient pris par la voix d'Hitler, par son discours, par sa gestuelle, et pour eux, Hitler, c'était Dieu. Hein, il suffit de voir certains de ses discours. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas considérer qu'on passe, quand on passe d'un âge à un autre, pour autant, ben voilà, tout le monde se met à penser d'une autre manière. Donc, aux yeux d'Auguste Comte, il y a encore plein de gens qui, évidemment, continuaient à être dans l'âge théologique dans leur tête ou dans l'âge métaphysique, même si on était entré dans l'âge positif. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de la régénération de la société, il va accorder une place particulière à une nouvelle élite dont je vais vous parler. Alors, maintenant, tout cela a une implication au niveau de la classification des sciences. C'est tout à fait logique. Depuis l'Antiquité, depuis Aristote, il y avait une classification, parce qu'Aristote c'était vraiment quelqu'un qui a passé du temps à classifier justement les sciences, d'autant plus qu'Aristote s'intéressait à tout. Il était biologiste, historien, juriste, physicien, enfin bon, c'était médecin, c'était vraiment un esprit universel. On ne se rend pas compte à quel point Aristote, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Hein. On en a tellement parlé qu'on oublie la modernité et l'esprit révolutionnaire d'Aristote, même si lui-même se sert de ses prédécesseurs, hein, de Platon qui est critique, et des physiologues, hein, etc. Bien entendu. Hein, on ne crée jamais ex nihilo, hein, donc on est toujours l'héritier de quelqu'un, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des gens qui parviennent à mettre tout ça en forme à un moment donné, et qui vont marquer, c'est le cas d'Aristote, quand même, était le philosophe par excellence, au moins jusqu'à Bacon, donc jusqu'au début du XVIIe siècle. Alors, donc, implication au niveau de la classification des sciences, c'est que Comte, tout à fait logiquement et rationnellement, considère que l'on va du plus simple au plus complexe. Et qu'avec le temps, les choses se complexifient de plus en plus et que donc il y a de nouvelles sciences qui apparaissent et qui sont les résultantes plus complexifiées de sciences qui existaient précédemment. C'est ainsi que la mathématique a donné l'astronomie, que l'astronomie a donné la physique. Ici, je suis les âges chronologiques, entendons-nous bien. La physique, à un moment donné, a donné naissance à la chimie. La chimie a donné naissance, à un moment donné, à la biologie. Et enfin, la science que lui invente, c'est la sociologie. Autrement dit, c'est l'application de principes scientifiques qui étudient le comment et non pas le pourquoi, je l'ai dit en introduction, le principe scientifique à l'étude de la société. Autrement dit, la sociologie pour lui, c'est rien d'autre que la physique de l'humain. De l'humain, mais de l'humain en société. Ce n'est pas de l'humain individuel, de l'humain en société. Je crois à ce stade de ce cours utile de vous lire, enfin, j'aurais pu le faire d'ailleurs avant, de vous lire Auguste Comte. Je me sers ici de la première et de la deuxième leçon de son cours de philosophie positive. Je vous ai dit tout à l'heure que ça paraît à partir de 1830. Je me sers ici du texte des classiques Larousse. Moi, vous savez, ça, comme beaucoup de gens, j'imagine, mais les classiques, plutôt que d'acheter l'édition nouvelle, quand j'étais étudiant, j'achetais toujours comme ça chez les bouquinistes. À l'époque, c'était 35 francs, je l'ai payé, donc vous imaginez, oui, ça fait quoi, 80 centimes maintenant. Voilà. Ben oui, c'est comme ça qu'on se crée une bibliothèque, hein, quand on est étudiant. Vous pouvez aller acheter, vous cherchez jusqu'au moment où vous avez un livre qui n'est quand même pas crayonné partout, parce que moi je ne supporte pas avoir un livre qui a déjà été crayonné, c'est insupportable, puisque moi-même je crayonne et alors je ne trouve plus. Alors, je vous lis le passage.
donc ça se trouve dans la première leçon, paragraphe 2. L'esprit humain, par sa nature, emploie successivement dans chacune de ses recherches 3 méthodes de philosophie dont le caractère est essentiellement différent et même radicalement opposé. D'abord, la méthode théologique, ensuite la méthode métaphysique et ensuite la méthode positive. Dans l'état théologique, et là c'est le paragraphe 3, l'esprit humain dirigeant essentiellement ses recherches vers la nature intime des êtres, les causes premières et finales de tous les effets qui le frappent, en un mot vers les connaissances absolues, se représentent les phénomènes comme produits par l'action directe et continue d'agents surnaturels. J'ai plus besoin d'expliquer puisque ça a été fait tout à l'heure. Plus ou moins nombreux, dont l'intervention arbitraire explique toutes les anomalies apparentes de l'univers. Ensuite, paragraphe 4. Dans l'état métaphysique, qui n'est au fond qu'une simple modification générale du premier, les agents surnaturels sont remplacés par des forces abstraites, véritables entités, abstractions personnifiées, inhérentes aux divers êtres du monde, et conçues comme capables d'engendrer par elles-mêmes tous les phénomènes observés, dont l'explication consiste alors à assigner pour chacun l'entité correspondante. Besoin d'expliquer, vous avez bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de Leibniz ou à propos de Malebranche. Enfin, paragraphe 5. Dans l'état positif, l'esprit humain, reconnaissant l'impossibilité d'obtenir des notions absolues, renonce à chercher l'origine et la destination de l'univers. C'est ce que j'appelais tout à l'heure le pourquoi. C'est ça, l'origine et la destination de l'univers, c'est le pourquoi. Hein? Et à connaître les causes intimes des phénomènes pour s'attacher uniquement à découvrir, par l'usage bien combiné du raisonnement et de l'observation, leur loi effective. Alors c'est quoi une loi pour scientifique pour Auguste Comte? C'est en fait un moyen, ou plutôt c'est l'établissement des rapports constants nécessaires entre deux événements, qu'on appellerait donc cause et effet, cause et conséquence, et qui sont un rapport invariable, qui est toujours le même dans les mêmes conditions. Évidemment, maintenant, si vous changez une des conditions, inévitablement, vous n'aurez pas le même résultat. Mais donc, si vous prenez, je ne sais pas, vous prenez les lois de Kepler, par exemple, eh bien, Kepler établit dans ses fameuses 4 lois que la distance, maintenant je ne me souviens plus parce que je ne suis pas physicien, mais vous vous souvenez peut-être que c'est calculé, l'orbite des planètes est calculée à partir de 2 foyers, hein, et non plus à partir de la position du Soleil. Et donc ce sont 2 foyers dans une ellipse qui vont déterminer la courbe de l'ellipse et qui vont permettre à un astronome de savoir à n'importe quel moment où se trouve exactement la planète qui tourne autour du Soleil, parce qu'il y a une loi, quelle que soit la planète. Vous comprenez bien, quelle que soit la planète. C'est ça qui est intéressant, qu'il faut retenir. C'est ça une loi, quelle que soit la planète, qu'elle soit grande ou petite. Et alors, Newton va utiliser et synthétiser, et tout cela va rentrer dans un modèle, hein, où il utilise à la fois Galilée et à la fois Kepler, et ça rentre dans le système newtonien qui va être remis en cause plus tard par Einstein, au début du XXe siècle. Bon, l'explication, donc, leur loi effective, c'est-à-dire leur relation invariable de succession et de similitude. L'explication des faits, réduite alors à ces termes réels, n'est plus désormais que la liaison établie entre les divers phénomènes particuliers et quelques faits généraux. Je répète, l'explication des faits n'est plus désormais que la liaison établie entre les divers phénomènes particuliers et quelques faits généraux. C'était des gens, vous voyez, à cette époque-là, enfin je dis à cette époque-là, mais vous voyez, ils écrivent dans une langue tellement encore accessible. N'importe qui peut lire Auguste Comte aujourd'hui. Il y a certains philosophes d'aujourd'hui, essayez de les lire. Ceci dit, à l'époque, quand Hegel, c'était pas facile à lire. Je peux vous dire que, bon,
C'est pas facile à lire du tout, hein, c'est une langue lourde, c'est compliqué, mais enfin, Auguste Comte, aucune difficulté. On comprend tout ce qu'il dit, il ne faut pas être philosophe, hein, c'est très clair en fait. Hein. Donc, quelques faits généraux, dont les progrès de la science tendent de plus en plus à diminuer le nombre. Et alors, en 1865, il y a le grand professeur de médecine, qui est un biologiste au départ, qui est Claude Bernard, qui est professeur au Collège de France, qui publie donc en 1865 son introduction à l'étude de la médecine expérimentale, qui est en fait, qui va dans le sens d'Auguste Comte quant à sa conception de la démarche scientifique. Il suffit de prendre tout simplement la table des matières qui est très détaillée chez Claude Bernard, et vous voyez que c'est vraiment une conception scientiste. La science peut tout expliquer, enfin, pas tout expliquer, mais peut expliquer beaucoup de choses, dans la mesure où on suit une démarche, une procédure, une méthode bien spécifique, bien claire. Il ne faut pas s'égarer sur des chemins métaphysiques, il ne faut pas commencer à donner des explications qui ne sont pas démontrables scientifiquement, et donc c'est vraiment un ouvrage fondamental. Hein. Quand vous pensez que ça ne date que de 1865, donc il y a, vous calculez bien, 150 ans. Donc la médecine moderne, elle date d'il y a 150 ans. Et je peux vous dire qu'entre le moment où je suis né et maintenant, la médecine a fait des progrès, mais considérables, hein, il n'y a pas photo, quoi. Mais en suivant des procédures très claires, très spécifiques dans la recherche en particulier. Voilà ce qu'il dit en particulier, ici c'est page 204 dans l'édition que j'utilise. L'esprit de l'homme suit une marche logique et nécessaire dans la recherche de la vérité scientifique. Il observe des faits, les rapproche, en déduit des conséquences qu'il contrôle par l'expérience pour s'élever à des propositions ou à des vérités de plus en plus générales. Donc, j'essaie de trouver le chapitre pour ceux qui utiliseraient d'autres éditions. 204. Oui, donc ça se trouve dans le chapitre 2, point 10, qui s'intitule « Du laboratoire, du physiologiste et de divers moyens nécessaires à l'étude de la médecine expérimentale ». C'est un ouvrage, vous savez, vous allez me dire, mais il nous embête un petit peu, monsieur Dupuis, mais qui est très lisible. Parce que vous tapez maintenant des ouvrages de médecine, bon, voilà. Tandis qu'ici, il y a toute une démarche qui est expliquée, mais c'est tellement limpide à lire, parce que moi, je ne suis pas scientifique, mais quand on lit ça, c'est du français, ça coule de source. Et vous voyez toute la démarche scientifique d'un savant. C'est passionnant à lire, vous savez. Ou même si vous ne lisez que quelques chapitres. Moi, j'ai retrouvé très facilement cette page, enfin, bon, j'avais rien souligné dans ce bouquin, mais assez facile, mais c'est tellement, ça coule, quoi. Vous savez, l'écriture des ici, bon, on vit dans la deuxième moitié du 19e, mais quand vous voyez la manière dont les gens écrivaient au 18e, encore au 19e, puis au 18e, je vous l'ai peut-être déjà dit, c'est pas vous que je disais que j'ai un de mes collègues de l'université de Bruxelles qui me disait que lui, il se sentait complètement castré quand il lisait du Rousseau, du Diderot, tellement c'était bien écrit. Il disait, mais moi, je sais, quand je dis ça, ben, voilà, je suis rien du tout, quoi. Voilà, un professeur de littérature française. Hein. Mais c'est vrai que c'est coulant, quoi, c'est incroyable. Quand on pensait que Rousseau est un autodidacte, c'est quand même incroyable. Hein. Bon, alors, j'avance. Hein. Alors, on passe maintenant à l'utilité. Donc, il y avait une première partie qui était l'exposition du système d'Auguste Comte. Maintenant, je passe à l'utilité que Comte veut donner à son système. Parce que son but, c'est pas de construire quelque chose de fumeux, de métaphysique. Il veut justement que ça serve. Je dirais quelque part, c'est un ingénieur de l'esprit. C'est pas quelqu'un qui est un pur savant, un pur philosophe comme il y en avait avant, qui était, je ne sais pas, comme Montaigne dans sa tour d'ivoire. Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui veut mettre ses mains dans le cambouis, ou en tout cas proposer des solutions pour l'époque dans laquelle il vit et qu'une époque en crise. N'oubliez pas que l'époque d'Auguste Comte, il est né en 1798, fin de la Révolution française qu'il n'a pas connue, hein, mais son enfance, c'est le consulat.
son adolescence, son enfance et son adolescence, c'est l'empire de Napoléon, puis il connaît la Restauration. Je vous ai dit qu'en 1816, il est viré de Polytechnique avec toute sa promotion. C'est une époque où il y a des bouleversements. 1830, nouvelle révolution. 1848, encore une révolution en France. C'est une époque où les régimes politiques se succèdent parce que la société qui connaît des transformations technologiques, économiques importantes, voit effectivement des transferts considérables de richesses. Elle est complètement bouleversée, cette société, sur le plan social. Il y a cette fameuse bourgeoisie industrielle qui devient de plus en plus puissante, et ça modifie complètement le rapport de force dans la société avec le développement d'un prolétariat de plus en plus nombreux. Donc et ça dérange Auguste Comte, parce qu'Auguste Comte n'est pas un progressiste. Il adhère au principe de progrès dans les sciences, mais sur le plan social, vous allez voir qu'il n'est pas vraiment progressiste. Son slogan, ou le mot qui est resté de lui, c'est donc ordre et progrès. Chez Napoléon, c'était ordre et liberté. Et quand on met ordre et liberté, vous voyez déjà qu'il y a quelque chose qui ne colle pas vraiment. Hein. On voit très bien que c'est la conciliation un petit peu du ni-ni. Vous voyez à qui je pense? Ni de gauche, ni de droite, etc. Bon. Donc ça veut dire que quand on est ni, en général, on est plutôt de droite et conservateur. Hein, ça va? Bon. Et alors, ici, dans le cas d'Auguste Comte, c'est ordre et progrès. Tu peux c'est pas ça qui va me tuer, tu sais. Il en faut plus. Ordre et progrès, c'est devenu la devise qui se trouve sur le drapeau brésilien à l'heure actuelle, si vous voyez plus bien. Le drapeau brésilien, il est marqué ordre et progrès. Ça va? Évidemment, en portugais, hein? Voilà, ce drapeau vert avec un globe au milieu, hein, vous voyez? Ordre et progrès. Ouais, là c'est autre chose, Marie. Alors, voilà. Alors, je vais un petit peu avancer. Oui, pour vous dire quand même qu'Auguste Comte, c'est quand même, comment dirais-je, quelqu'un qui a eu de l'importance dans l'histoire du Brésil. Hein? Je vous parle de la devise de la République fédérale du Brésil, c'est donc bien ordre et progrès. Mais il y a des temples chontiens qui ont été construits au Brésil. Quand j'étais à Rio, je me souviens d'avoir visité un temple donc dédié à la religion de l'humanité. C'est un temple donc chontien où les saints sont remplacés par les grands hommes de science. Et donc, dans le calendrier d'Auguste Comte, eh bien, plutôt que d'avoir la Saint-Pierre, Saint-Jean, etc., vous avez la Saint-Galilée, la Saint-Newton, etc. Voilà. Il a créé une religion d'humanité après avoir donc rencontré Clotilde de Vaux, donc après 1844, et alors après sa mort, voilà. C'est évidemment très émouvant et très romantique, hein, mais en même temps, je crois que c'était un esprit un petit peu dérangé. Ça, c'est entre nous. Je ne suis pas ici pour faire de la psychologie à 5 sous, hein, mais bon, il a voulu se suicider, mais ça, à la limite, c'est banal pour il y a des tas de gens qui sont dépressifs et qui veulent se jeter, parce que lui, c'est jeter du haut du pont des Arts à Paris, voilà. Bon, ça, à la limite, ça prouve à la dépression. C'est pas pour ça qu'on est dérangé, qu'on est fou. C'est un état de dépression. Hein. Mais par contre, la religion de l'humanité qu'il a créée, il a montré qu'il avait quand même un gaz qui était peut-être un petit peu mal placé. Mais enfin, je ne suis pas ici. Ça reste un homme tout à fait intelligent, remarquable, qu'on étudie toujours aujourd'hui, et ça a du sens de l'étudier. Mais qui est surtout révélateur de l'époque dans laquelle il a vécu. C'est un conservateur, je vous l'ai déjà dit. Alors, maintenant, utilité. Sur le plan théorique, tout d'abord. Pour lui, la sociologie, qui est la science qu'il a créée lui-même, doit en fait expliquer, et ne doit pas seulement expliquer, explique le désordre social de son époque. Parce que pour lui, l'âge positif
est là pour mathématiser le réel, c'est-à-dire mettre le réel en équation, de la même manière qu'on peut mettre les rapports à la matière, les rapports, on peut avoir des équations en chimie, en biologie, en physique, et bien lui, il veut mettre en équation la société. Donc mathématiser la société. Pour lui, même si c'est extrêmement complexe, parce que les paramètres sont très très nombreux, puisque je vous ai dit tout à l'heure que les sciences, au cours des âges, ont été du plus simple vers le complexe, c'est très compliqué, mais on peut, pour lui, comprendre la société. Et donc, si on peut la comprendre, on peut comprendre pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas. Et s'il y a des choses qui ne marchent pas, on peut trouver des solutions donc, pour résoudre les crises, les difficultés sociales. Alors, son but, c'est de promouvoir une nouvelle hiérarchie sociale. Donc, vous voyez, vous connaissez mes opinions, promouvoir une nouvelle hiérarchie sociale, c'est pas vraiment sortir du problème. Hein. On reste, enfin, ça c'est mon point de vue à moi, je dis bien. Donc, on reste dans une société hiérarchique. Simplement, il veut substituer la hiérarchie de son temps, à la hiérarchie de son temps, une autre hiérarchie. Alors, cette hiérarchie sociale ne sera plus basée, comme dans l'ordre ancien, comme sous l'Ancien Régime, sur, d'une part, une vieille noblesse, des élites militaires qui renvoient à l'ordre monarchique, c'est-à-dire à l'âge théologique, puisque dans le système monarchique, c'est la religion qui légitime le pouvoir, dans une monarchie absolue de droit divin, on est bien d'accord. Il ne veut plus non plus d'un système où il y a des prêtres qui sont là pour donner des explications de l'ordre de la superstition, qui prétendent donner des réponses au pourquoi, alors que seul le comment nous est accessible par l'observation et par le raisonnement. Il considère en fait que de l'âge métaphysique sont issus les partis au moment de la Révolution française, et les partis eux-mêmes ne sont que l'expression politique d'abstraction. C'est la croyance dans l'idée de liberté, la croyance en l'idée d'égalité, la croyance en l'idée de monarchie. Vous voyez, au moment de la Révolution française, il y a des partis qui s'opposent, des clubs, comme on disait à l'époque, le club des Cordeliers, les clubs des Jacobins, voilà, les Girondins, etc. Et que derrière ces partis, il y a toujours une idée. Donc on est dans l'âge métaphysique aux yeux. Et pour lui, les partis, un petit peu comme le pensait le général de Gaulle, qui a fondé la Ve République, les partis, c'est un petit peu la chienlit. Hein, c'est-à-dire que les partis, ils s'unissent un jour, ils se désunissent le lendemain, ils forment de nouvelles coalitions, et tout ça, c'est de l'ordre du désordre, si je puis dire, hein, sans faire de jeu de mots. Du désordre. Et donc, lui, il veut une société organisée scientifiquement. Mais pour moi, à mes yeux, il est en plein dans l'âge métaphysique en disant ça, parce que lui-même se réfère à un principe, donc pour moi, il n'est pas dans l'âge positif en disant ça. Si on fait la critique d'Auguste Comte, croire que l'on peut organiser la société scientifiquement relève pour moi de la deuxième phase de l'histoire de la pensée humaine. Il veut en fait un équilibre entre les riches et les pauvres. Donc on voit bien que c'est une pensée d'ordre conservateur.
Parce que derrière ça, il ne veut pas supprimer les riches, il ne veut pas supprimer la pauvreté, non, il y a un équilibre entre les deux. Vous voyez très bien que ce n'est pas un progressiste. Un progressiste voudrait supprimer la pauvreté et répartir les richesses de telle manière que tout individu, tout le monde puisse profiter au mieux des progrès de la science et des possibilités d'alimentation, des possibilités pour le logement. Donc on voit très bien que c'est un vieux conservateur. Vous savez, les gens qui veulent l'équilibre entre les riches et les pauvres, les gens qui sont pour le nini, je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des gens de droite. Alors, quels moyens propose-t-il pour atteindre cet objectif donc d'équilibre dans la société? Eh bien, il propose en fait une éducation scientifique du peuple. Et là, je vais peut-être me rapprocher de lui quand même un petit peu. Parce que proposer une éducation scientifique du peuple, c'est promouvoir l'instruction. Promouvoir l'instruction parce qu'il considère, et moi aussi d'ailleurs, que l'ignorance est la source quand même de beaucoup de maux. On voit très bien que l'ignorance est à l'origine du fanatisme, que l'ignorance est à l'origine de raisonnement, mais peut-on parler de raisonnement, de position manichéenne? Il y a les bons, il y a les mauvais. Il y a les bons Français, il y a les méchants étrangers. Il y a ceux qui disent on est chez nous, dehors les autres. Donc vous voyez que, et c'est pas pour rien que je suis professeur d'histoire et de philosophie, c'est que je suis évidemment, c'est de l'ordre de la foi et de la croyance, hein, c'est pas démontrable, hein, ce que je viens de vous dire, ce que je voulais vous dire maintenant. C'est pas démontrable que le fait de s'instruire davantage va permettre un monde meilleur, parce que vous savez qu'il y a des savants qui construisent des bombes atomiques. D'accord? Donc la science n'est pas obligatoirement porteuse de prospérité. Les bombes atomiques ou les bombes tout court détruisent des populations entières, détruisent tout le potentiel productif des pays, des populations. Les pays qui sont en guerre, ce sont des pays où les populations souffrent. Donc, entendons-nous bien. Mais je reste convaincu, et en tout cas en cela je suis Auguste Comte, que l'éducation scientifique au sens large est essentielle, sauf que lui, par scientifique, il a en tête les sciences exactes, les sciences naturelles, donc il a en tête les maths, la physique, la chimie, la biologie et la sociologie, parce que pour lui, la société, le fonctionnement de la société est mathématisable. On peut mettre la société en équation. On pourra la mettre un jour en équation. Parce que moi, je ne pense pas. Mais en tout cas, puisque vous êtes tous de futurs professeurs ici, des professeurs de français, d'allemand, d'anglais, de néerlandais ou de morale, ce sont quand même toutes des disciplines où vous aurez pour objectif, en tout cas on peut l'espérer, en tout cas en début de carrière, j'espère que vous n'allez pas finir votre carrière désabusée, comme parfois certains vieux professeurs, en tout cas ce n'est pas du tout mon cas. J'y crois et je continuerai à me battre et à enseigner après ma mise à la retraite, quoi qu'il arrive. Je suis convaincu que, effectivement, l'instruction, c'est quand même un plus. C'est quand même un plus pour tout le monde. Quand vous êtes instruit, quand vous êtes capable de vous poser des questions, quand vous êtes capable de raisonner, quand vous êtes capable quand vous avez été formé à l'esprit critique, vous ne vous laissez pas mener par le bout du nez. C'est pas possible. Hier, j'ai mis sur Facebook, il y avait comment dirais-je, une petite vidéo qui passait, vous l'avez peut-être vu aussi d'ailleurs, où on voyait un gorille. Vous n'avez pas vu ça, non? On voyait un gorille qui était en train de traverser un chemin dans la brousse. Et on voyait de part et d'autre, bon, évidemment, c'était filmé, vous pensez bien, il y avait des équipes de caméras, etc. Bon, enfin, des zoologues avec des réalisateurs de documentaires animaliers qui étaient là. Et alors, bon, évidemment, le gorille, il voit tous ces gens. Hein, mais c'était un gorille, un castor. Hein.
Alors, il avance, il se met au milieu de la piste. Au milieu, comme ça. Hein, il se met comme ça, un type, enfin, un castard. Quoi. Et alors, on voit passer toute sa famille. Alors, on voit passer des petits, des grands, des femelles, avec des guenons, avec leur progéniture sur le dos, etc. C'est incroyable. Et puis, quand tout le monde est passé, il sort le dernier comme ça. Vous savez, ça fait un peu penser aux éléphants là dans Mowgli, hein, vous voyez, avec le vieux colonel. Hein. Donc, mais c'est vraiment incroyable. Et alors, moi, j'ai mis comme petit commentaire au-dessus, ce que je fais de temps en temps. Alors là, j'ai mis, parce que je l'ai posté, donc on est mardi aujourd'hui, donc c'était dimanche. Alors j'ai indiqué, en ce 14 mai de l'an de grâce 2017, le jour du sacre d'Emmanuel Ier, rappel sur l'origine de la fonction présidentielle et de la domination et de la légitimation des rapports de domination. Et puis ni Dieu ni maître, le rôle de l'instruction ou de la formation à l'esprit critique pour s'émanciper. Parce que je trouvais que c'était un très beau symbole de voir ce gorille, et puis ça explique tout, c'est l'origine de la fonction présidentielle. C'est celui qui protège. Si les gens votent pour quelqu'un, c'est pour être protégé. Mais en retour, parce que c'est du donnant-donnant, c'est l'origine également de la légitimation des rapports de domination. C'est ce qui permet à ceux qui sont au pouvoir, à ceux qui sont dans la hiérarchie, de dominer les autres. Parce qu'évidemment, vous abandonnez votre propre pouvoir à celui qui vous protège, puisque lui devient le chef. Et donc je trouvais, parce que vous pensez bien que le gorille qui est là, une fois qu'il fait ça, il peut se taper toutes les femelles aussi, hein, excusez-moi l'expression. Hein. Non, mais je veux dire, non, mais tout est là. Pensez bien que, d'ailleurs, il n'en manque pas mieux, sans doute, hein, si je puis dire. Parce que je veux dire, ça c'est un type, un castard, donc, je ne sais pas comment ça tourne dans leur tête, mais hein, mes enfants que j'aurais eu de lui, ben, ce seront des petits gros gorilles plus tard. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais ça fonctionne comme ça. Et donc, vous voyez, c'est ce donnant-donnant. Enfin, je vous dis ça entre parenthèses, ça me venait à l'esprit. Mais je trouvais que c'était un bon moyen, sur le plan pédagogique, d'illustrer cette idée comme quoi l'instruction et la formation à l'esprit critique sont des moyens tout à fait privilégiés pour l'émancipation d'être humain. Et sinon, si vous n'êtes pas formé, ben, vous croyez ce qu'on vous raconte, et donc vous acceptez qu'il y a un dominant ou des dominants qui dirigent votre vie, parce que c'est facile aussi, on dit, mais il me protège. Pourquoi je me casserai la tête, finalement? Mais en revanche, vous devez abandonner votre liberté. Souvenez-vous de la fable de La Fontaine, là, c'est quoi, le chien des villes et le chien des campagnes, je ne sais plus très bien. Là, vous savez, l'un des deux qui a une marque autour du cou, qui est replet et tout, alors qu'il y a l'autre qui est maigrichon et tout. Alors l'autre, et puis à la fin, il dit, mais qu'est-ce que c'est la fin de la fable, hein, qu'est-ce que c'est là? Pourquoi tu manques comment dirais-je, de poils ou quelque chose comme ça? Ben oui, c'est le collier, c'est du donnant-donnant. C'est du donnant-donnant. C'est pour ça que je trouve qu'il faut toujours être très attentif à ces pauvres chats ou ces chiens abandonnés qu'on trouve dans la rue, parce que, bon, ils sont abandonnés, dans ce cas-là, ça n'a pas été un choix de la liberté. Hein, mais quelque part, ils sont à leur état naturel, je dirais. Hein, donc c'est... Enfin bref, là je m'éloigne un petit peu de mon sujet, hein, mais bon, je reviens à Auguste Comte. Voilà, je ne suis pas ici pour vous faire de la morale à 5 centimes, parce que je suis convaincu que vous êtes tous vous-même très sensibles à ce genre de choses, mais voilà. Mais enfin, le problème de la liberté, de la servitude, ce sont quand même des sujets essentiels. Mais c'est essayé quand même à Auguste Comte, hein, c'est essayé Auguste Comte. Donc, pour lui, l'éducation est le moyen de régénérer la société, et que donc, in fine, c'est la régénération des mentalités qui va permettre la formation ou la reformation d'une société nouvelle. Donc vous voyez qu'il prend tout à fait le contre-pied de quelqu'un comme Karl Marx, qui est pratiquement son contemporain. Donc Karl Marx
né 20 ans après lui, il meurt après lui aussi, mais enfin, Karl Marx, lui, pense que les mentalités ne sont rien d'autre que le reflet des conditions matérielles dans lesquelles nous vivons, qui introduisent elles-mêmes des rapports de force. Et c'est de ces rapports de force que naît la mentalité de classe. Donc pour Marx, la mentalité de classe, c'est le reflet de rapports matériels. Car Marx est un matérialiste. C'est un matérialiste. Ici, ce n'est pas matérialiste. Il vit à la révolution industrielle, mais il pense que la solution va venir de la régénération des mentalités. Donc il prend le problème à l'envers. Voilà. Alors maintenant, pour conclure, je vous ai déjà montré un certain nombre d'ouvrages. Donc pour moi, Auguste Comte, finalement, malgré ses affirmations, est un représentant de l'âge métaphysique. Ce n'est pas proprement parler un savant, il a des intentions scientifiques. Mais pour moi, c'est un philosophe. Il est dans l'âge philosophique. Pour moi, entre la vision d'Auguste Comte et la vision de Platon dans la République, il n'y a pas une différence énorme. Je vous montre la République de Platon, grand ouvrage publié, qui date du IVe siècle avant notre ère. Pourquoi il n'y a pas de différence énorme? Parce que quand vous voyez le schéma d'Auguste Comte, son schéma, c'est que à la noblesse et au clergé doivent être substitués, d'une part sur le plan matériel, des entrepreneurs, et sur le plan intellectuel, des ingénieurs. Donc, autrement dit, il y a une vision industrialiste de la société où les nouvelles élites seront ceux qui savent, donc ce n'est pas très démocratique, et ceux qui possèdent, donc pour lui les banquiers, les financiers qui disposent des moyens de changer la société, formeront la nouvelle noblesse. Donc vous voyez, pour moi, c'est vraiment un conservateur. Or, quand vous lisez la République de Platon, qui dirige la République de Platon? Dans la République de Platon, il y a en fait trois catégories. Il y a d'une part les paysans, les artisans, ça c'est le bas. Chez Platon, ce sont les membres, si vous voulez, les gens. Il y a, oui, il me semble bien que ce sont les gens, vraiment que ce soit le ventre, ou le ventre. Il y a ensuite les guerriers, mais les guerriers, c'est peut-être justement la gorge, mais je ne dis pas Platon tous les soirs non plus. Et enfin, vous avez la tête, ce sont les philosophes. Et ce sont les philosophes qui dirigent la cité. Vous imaginez une société où les décisions seraient prises par uniquement des intellectuels, qui ne seraient peut-être pas d'accord entre eux d'ailleurs, qui auraient tous leur système différent, et encore bien, c'est pas parce que vous êtes un intellectuel ou un professeur d'université que vous connaissez la vérité. La vérité, elle n'existe pas, et puis chacun a sa vérité. Et puis, dès lors que vous êtes membre d'une élite, vous avez une conscience de classe, d'une élite, d'une noblesse, d'une aristocratie. Vous n'avez pas la conscience de classe d'un ouvrier, d'un agriculteur. Donc vous voyez le problème. Donc en fait, je trouve que sur ce point, Auguste Comte se rapproche très fort dans son principe de l'organisation de la société de Platon, qui très clairement est dans l'âge métaphysique, mais pas du tout dans l'âge scientifique. Je vous montre alors les ouvrages, parce que sinon je pourrais continuer à l'infini. Attendez, je regarde si je peux quand même encore des petites choses à vous dire. Ah ben voilà,
voilà, puisque j'ai relu hier le cours de philosophie positive, je me dis ben, pourquoi pas, puisque j'ai coché des tas de choses. Alors, dans sa démonstration, vous vous souvenez que la démonstration, la preuve, les trois preuves que Auguste Comte apporte, pour montrer que sa loi des trois états est valide, je vous les lis directement dans le texte, au fond. Premièrement, pour lui, c'est d'abord l'histoire générale des sciences. Quand on connaît l'histoire générale des sciences, on voit tout d'abord il n'en est pas une seule des sciences, en effet parvenue aujourd'hui à l'état positif, que chacun ne puisse aisément se représenter dans le passé, essentiellement composé d'abstractions métaphysiques, et en remontant encore davantage, tout à fait dominé par les conceptions théologiques. Premier élément. Le deuxième élément, vous vous souvenez que c'était notre histoire individuelle, que nous sommes passés, depuis que nous sommes enfants, par trois âges. Dans vos cours de psychopédagogie, psychologie du développement, on vous explique qu'il y a aussi des phases dans l'évolution de l'enfant. Vous avez des professeurs spécialisés là-dedans. Ici, qu'est-ce qu'il explique, lui, du point de vue de l'individu? Chacun de nous, en contemplant sa propre histoire, ne se souvient-il pas qu'il était successivement, quant à ses notions les plus importantes, théologien dans son enfance, métaphysicien dans sa jeunesse et physicien dans sa virilité? Comme par exemple, pour de virilité, les femmes, c'est comme ça. Clotilde de Deveau, effectivement, c'est devenu une sainte à laquelle il a voué un culte, mais on voit très bien la virilité, par définition. Les femmes, mais la métaphysique. Oui, il ne faut pas oublier qu'il écrit à une époque où les femmes elles ne sont pas dans l'enseignement secondaire, celles qui sont cultivées, elles ont eu un précepteur, elles ne vont pas à l'université à cette époque-là. Donc, vous voyez, quand on analyse un texte comme ça, on peut en faire aussi de la critique historique et pas seulement de la critique philosophique. Et enfin, le dernier élément, la plus importante de mes considérations, puisée dans la nature même du sujet, consiste dans le besoin à toute époque d'une théorie quelconque pour lier les faits, combinés avec l'impossibilité évidente pour l'esprit humain à son origine, de se former des théories d'après les observations. C'est-à-dire que chaque époque a besoin de son interprétation. Interprétation par les dieux, interprétation par la philosophie, interprétation par la science. Mais souvenez-vous ce que je vous ai expliqué. Je vous ai cité une phrase de Nietzsche, c'était la semaine passée, il y a 15 jours aussi, je crois. Je vais terminer mon cours. Vous vous souvenez, sur David Hume, j'avais dit à un moment donné que pour Nietzsche, la croyance en la vérité était... Bon, la vérité est elle-même une croyance. Donc la vérité qui vous dit qu'on puisse l'atteindre et qui vous dit qu'elle existe tout simplement. Donc il disait que la croyance en vérité n'est qu'une croyance. Donc la vérité, elle n'existe pas. Nietzsche, oui. Vous vous souvenez que j'avais lu ce passage pour justement montrer que les théories, finalement, elles reposent elles-mêmes. Dire que la science va tout résoudre, c'est une croyance. Je vous l'ai démontré tout à l'heure, les bombes atomiques et tout ce que vous voulez. Donc tout ça, c'est de l'ordre de la croyance. Donc c'est de l'ordre de la subjectivité, ce n'est pas objectif. Autrement dit, c'est votre esprit, votre cerveau qui produit l'idée que la vérité existe et que la science va résoudre les problèmes. Qui vous dit que on ne vit pas dans une illusion? Alors on retourne à Descartes, sauf que Descartes, il explique qu'on n'est pas dans une illusion puisqu'on pense, donc on est. Voilà. Alors, sur Auguste Comte, c'est dans ce livre-ci, le catéchisme positiviste, qui date de, je n'ai plus la date précise en tête, mais en tout cas je vais essayer de retrouver ça, le catéchisme philosophique, je l'ai plus sous la main. Donc, il écrit ça à l'époque où il y a, au moment où il commence à planer, j'ai expliqué l'affaire de Clotilde de Deveau tout à l'heure, je ne reviens plus là-dessus. Plusieurs manières de shooter, l'amour d'une femme et son décès peuvent effectivement vous égarer. Alors, il a écrit donc un catéchisme positiviste. Donc, c'est un livre où vous avez un dialogue entre un prêtre et une femme, et où Auguste Comte se sert de ce procédé littéraire, fréquent depuis l'Antiquité, le dialogue de Platon, c'est quoi?
pour exposer sa théorie, plutôt sa vision de la religion d'humanité. Alors, Auguste Comte, qui êtes-vous? Publié par La Manufacture. La vie d'Auguste Comte par Henri Gouillet, publié à la librairie Philosophie du Frein, donc la grande librairie qui se trouve justement en place de la Sorbonne, où il y a la statue d'Auguste Comte. Voilà. Oui, je ne vous ai pas dit, Claude Bernard, lui, il a sa statue un peu plus loin, devant le Collège de France. Donc c'est vraiment la rue des Écoles, c'est tout près, quoi. Et enfin, un ouvrage, vous avez de Raymond Aron, qui enseignait la sociologie au Collège de France, justement, où il y a un chapitre important dans son livre, sur Auguste Comte, dans son livre « Les étapes de la pensée sociologique ». Voilà, publié chez Gallimard, et je vais vous dire, alors, Auguste Comte, alors, ça couvre, donc 80, donc il y a 60 pages sur Auguste Comte dans ce livre. Donc, je me suis évidemment servi pour préparer ce cours. J'ai dit.